on va essayer de faire parler d'un autre test, un autre type de test, des essais sur le terrain. OK? On est toujours sur le chapitre numéro 2. Et il s'agit de l'essai pressiométrique. L'essai pressiométrique est donc le 7e point de ce chapitre. OK? Donc, on va essayer de parler de l'essai, du processus, comment l'essai se passe, OK? Et comment manipuler les résultats de l'essai, c'est-à-dire comment obtenir les paramètres du sol à partir de l'essai pressiométrique. OK? Donc, allons-y. Cet essai pressiométrique-là, ça, c'est la désignation, la norme américaine, désignation de la norme américaine. Et American Society for Testing and Material, désignation 47NF. OK? Donc, il s'agit juste d'appliquer une pression uniforme dans une cavité cylindrique du sol. OK? Et c'est de surveiller, d'enregistrer la pression et les modifications, c'est-à-dire les changements de volume qui vont avec. OK? Voici un peu la photo des équipements. Je pense que c'est comme le manomètre du Ménard. Ménard, c'est la personne qui a inventé ça. C'est un Français, je pense. Donc, voici pourquoi ce test-là est beaucoup utilisé en France. OK? Donc, le pressiomètre, là, en réalité, c'est ce tangent-là, c'est ce truc-là. Là, on l'a posé sur quelque chose comme un trépied, mais oui, c'est juste ça. Donc, c'est cette sonde-là qu'on va prendre et mettre dans le sol. Et donc, vous voyez ici, on peut mesurer la pression, et, non, et augmenter la pression, contrôler ici. Ça permet de contrôler. Et là, vous avez comme une bouteille de gaz. Donc, c'est la pression, souvent, on peut utiliser un liquide ou de l'eau, hein, ou bien un gaz pour faire la pression. D'accord? Donc, ça permet d'évaluer les caractéristiques de compressibilité du sol. Donc, si votre sol est très compressible ou moins compressible, cet essai permet de nous dire ça. Et ça permet d'estimer la pression limite que le sol peut supporter avant la rupture, OK? Dû à la contrainte, la pression latérale. D'accord? Donc, ici, dans l'essai pressiométrique, là, la tâche principale est d'enregistrer, de surveiller, d'établir une relation entre la pression et la déformation du sol. Okay? Relation pression-déformation. C'est ce qu'on veut. Donc, il s'agit donc de faire un trou de forage et le diamètre du trou de forage est environ 1,03 et 1,2 fois le diamètre nominal de la sonde. OK? Vous voyez, c'est chaque sonde, il y a plusieurs diamètres, hein, plusieurs dimensions, on va voir tout de suite. Donc, en fonction du diamètre de votre sonde, vous allez voir qu'il y a des normes, il y a une norme, on va voir ça tout de suite, pour le diamètre du trou du forage. OK? Donc, il faut juste faire le trou du forage et puis placer la sonde à l'intérieur, puis appliquer des pressions. OK? On va voir tout ça en détail tout de suite. Donc, à la profondeur que vous souhaitez, à la profondeur souhaitée, pour réaliser le test. Donc, vous progressez de profondeur en profondeur pour réaliser les tests. D'accord? Donc, les sondes là, la sonde, ça, c'est en anglais PMT. Donc, c'est-à-dire pressure test. Les tests,
l'essai pressiométrique, là. L'abréviation, si vous voyez, c'est ça souvent. Donc, on insère la sonde dans la cavité, donc dans le trou du forage, et on gonfle pour l'agrandir. On gonfle la sonde. Donc, le fait de gonfler la sonde, là, il y a une pression qui pousse les bords du trou du forage. Okay? Voici différents types de sondes qu'on a. Okay? Comme vous voyez, il y a différents types de sondes. Ça, ce sont des sondes. Et le trou étant là, okay? On insère la sonde. Ça, c'est le câble qui va amener donc les gaz ou bien les liquides pour générer la pression ici. D'accord? Donc là, cette sonde-là, par exemple, vous voyez que c'est comme s'il y a trois parties, une, deux, et puis trois. Les deux extrémités là, c'est ce qu'on va appeler les cellules de garde. Okay? Voilà. Maintenant, ici, là, au milieu, là, c'est ça la sonde qui va mesurer donc ce que nous voulons utiliser. C'est ici au milieu. Donc, ces deux là, les extrémités là sont utilisées juste pour contrôler le bout. OK? Donc, les cellules sondes peuvent être étendues soit par liquide ou soit par gaz, comme je le disais. Donc, les cellules de garde là, ici et ici, c'est pour juste réduire l'effet de la condition finale sur la cellule qui mesure. Donc, cette cellule qui mesure là, son volume va nominal le plus utilisé là, c'est autour de 535 cm3. OK? Donc, voici un tableau qui vous donne recommandation de, normes, de la norme américaine là, qui vous donne ici le diamètre disponible des sondes, okay? Et le diamètre nominal, donc les trous de forage. Comme vous voyez c'est un peu seulement plus petit, un peu plus grand que la sonde. 45 ici, 44 ici, 45 ici. 40 et 58 ici, ici c'est 62 cm et 2 mm. Vous voyez que c'est à peu près 1 mm, 2 mm de différence. Pour ne pas dire que c'est la même chose. Le maximum est borehole diamètre, c'est-à-dire le diamètre de votre trou de forage. Maximum, c'est ça. Voilà. Donc, il y a des sondes de différents diamètres. Okay? Donc, pour effectuer les tests, comment ça se passe? Vous mesurez d'abord le volume initial de votre sonde. Okay? Et ce volume-là, c'est autour de ça. Je viens de dire ça, tout de ça. Le volume, à peu près ça. 535. OK? Donc, on retourne où on était. Le volume de la cellule de mesure est mesuré. Et la sonde, donc, on insère la sonde dans un trou. OK? Voici un peu un schéma illustratif qui permet d'illustrer ce que je suis en train de dire. Donc, vous voyez les cellules de garde là, qui sont là. Donc, voici le trou de forage. Le diamètre initial du trou du forage, c'est à peu près ça. OK? Et on place la sonde à l'intérieur. Vous voyez, c'est le même équipement. Hein? Cette machine, cette partie-là, c'est ça qui est là. Avec le pied, la bouteille de gaz là, est là. Donc, c'est là, c'est le gaz là qu'on va utiliser pour mettre la pression. Et la sonde, donc, avec le câble qui est relié, sera donc placée à l'intérieur comme ça. OK? Donc là, vous avez juste votre écran moniteur pour mesurer donc les deux, pression et puis volume, changement de volume. D'accord? Donc, une fois la sonde à l'intérieur du trou du forage, la pression est appliquée par incrément. On augmente la pression un peu, un peu, un peu, un peu. OK? Donc, vous augmentez la pression et vous mesurez le nouveau volume. On augmente la pression, on mesure le nouveau volume. OK? Voilà. Nouveau volume. Parce qu'il ne faut pas oublier que le premier volume, c'était le volume de la sonde 535 cm3. Voilà. Donc, vous voyez les courbes qui sont là. Voilà.
Donc, pression, volume, pression, volume. Après, on va tracer une courbe de volume en fonction de la pression, ou bien pression en fonction du volume. D'accord? Donc, le processus là va se poursuivre jusqu'à ce que le sol cède. Ok? Il y a rupture du sol. Jusqu'à ce qu'il y ait rupture du sol. Ou bien jusqu'à ce que la limite de pression là soit atteinte de l'appareil que vous utilisez. Et parce que cet appareil qui est là a sa limite, la pression limite que l'appareil peut appliquer, ou bien il y a une pression limite que cet appareil-là peut donc appliquer. Donc, il y a des sols qui vont donc céder, atteindre la rupture avant la pression limite de cet appareil. Par contre, il y a des sols qui ne vont pas céder jusqu'à ce que cette limite-là soit atteinte. Okay? Donc, une fois la limite atteinte, il faut arrêter parce que votre appareil ne pourra pas faire plus. Okay? Donc, ici, la traduction est mal faite. Hein? Donc, ici, là, c'est céder. Il y a rupture du sol, c'est pas sol à essuyer. La rupture du sol, il y a rupture du sol lorsque le volume total de la cavité élargie, c'est-à-dire le volume à la fin, là, est environ le double du volume initial, c'est-à-dire le volume de la cavité initiale qui est là. Si ça double, nous, on suppose qu'il y a eu rupture du sol. Okay? Donc, une fois que vous terminez ici, là, donc la suite, ça sera donc de dégonfler la sonde, parce que vous voyez là, c'est gonflé là. Vous dégonflez la sonde et vous avancez la sonde dans le trou de forage pour aller en profondeur, pour tester un autre niveau, à une autre profondeur. D'accord? Voici un exemple des photos, la sonde qui est là, posée en attendant de commencer. Là, ils sont en train de faire le forage. Okay? Ils font le forage avant pour préparer quoi, genre comme un pré-forage. Ok? Là, c'est les équipements qui contrôlent, qui vont contrôler et tout. Ça est dans un véhicule, le véhicule qui est juste devant ici là. Et là, ils s'apprêtent à insérer une sonde dans le trou de forage. Et vous voyez le câble qui relie ça, et là. Donc, comme je le disais, le résultat de cet essai-là, pression, volume, pression, volume. Donc, on va essayer d'avoir une courbe, ok? Enregistrer la variation du volume, delta V, en fonction de la pression que vous appliquez. Voilà. Donc, vous allez obtenir une courbe de ce genre-là. Donc, ici, voici le volume en, à l'horizontale et à la verticale. Ce sont les pressions. Okay? Donc, volume ici, là, V0. Donc, on va dire que c'est le volume, euh, c'est le volume de la sonde, par exemple. Les 535 là, à peu près. Donc, c'est pas zéro, hein. Ici, c'est pas zéro. D'accord? Donc, vous appliquez une pression, vous appliquez la pression, le volume augmente jusqu'à vous arriver ici. Il y a une pression P0. On va vous décortiquer la courbe là tout de suite, jaune par jaune. Okay? Donc là, vous avez comme si c'est V0 là, plus le volume, cette augmentation du volume là, qu'on va appeler V0 ici. Et ça, c'est majuscule, ça, c'est minuscule. Okay? Vous augmentez encore jusqu'à arriver à ce point. Vous avez un autre volume ici, une autre pression qu'on va appeler PF. Vous augmentez encore le volume équivalent. Ça fait 2 fois celui-là, à peu près. Et vous avez ça, ce qu'on appelle la pression limite. Mais on va décortiquer tout ça là tout de suite. Parce que quand vous voyez, il y a 3 zones. Il y a une première zone, zone numéro 1. Là, la courbe là est comme ça. Puis il y a une zone numéro 2, où la courbe est presque une ligne. Puis il y a une zone numéro 3, où il y a cette courbe là. On va décortiquer tout ça tout de suite. Voici un exemple
d'un résultat. Là, c'est un résultat d'une courbe. OK? Je veux dire, résultat d'un test de pressiomètre là. Ici, par contre, vous voyez ici, c'est comme si l'orientation n'est pas un peu la même. Parce que là, c'est en bas, ici, vous avez la pression. Et là, à la verticale, vous avez le volume. Par contre, là, c'était pas pareil. Vous voyez? C'est pas pareil. Là, c'est le volume qui est en bas et puis la pression. Donc, si vous voulez que ça soit la même chose comme ça, il faut faire un flip. Vous prenez ce point-là, puis vous amenez ici. Pendant que j'ai dit, vous faites une rotation. Vous mettez ça en ordonnée et ça en abscisse. Et vous allez voir que ça sera même forme là, à peu près. Même forme. Ok. À peu près même forme qui est là. Donc ça, c'est un test réel. Vous voyez, donc, on commence par là. On fait la pression, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Là, on diminue. OK. Pression diminue, diminue, diminue. Là, on applique encore la pression, encore, on applique la pression. Là, on diminue la pression et on diminue la pression. Donc, vous pouvez continuer comme ça. On va revenir sur ça aussi. On va prendre un exemple, un exercice et résoudre un exercice qui est en rapport avec ça. Donc, je remets cette courbe-là ici parce que, comme je vous disais, on va décortiquer ça un peu. Chaque zone, qu'est-ce que chaque zone signifie? Donc, la première zone d'abord, zone numéro 1. Et la zone numéro 1 là, représente la partie des de rechargement. On va dire comme ça. La partie de rechargement au cours de laquelle donc, le sol autour du forage là est repoussé vers son état initial. C'est-à-dire que quand vous faites un forage, normalement, le sol aura tendance à tomber dedans dans le trou du forage ou bien carrément tomber dedans. C'est pourquoi souvent on a besoin même de faire du soutènement du trou du forage pour que ça ne tombe pas. Vous voyez? Mais seulement à l'endroit où on fait les tests, on ne peut pas faire du soutènement là-bas parce qu'on a besoin que le sol soit seul pour qu'on puisse savoir la limite quand on va pousser. Ok. Donc, ici, là, quand vous allez faire le forage, il y aura une dépression, non? Ou bien, le trou là, à ce niveau-là, il y aura une dépression. Donc, en appliquant ça, la pression augmente, augmente. À ce point-là, ça veut dire que le sol a atteint le niveau où il était avant même le trou du forage. C'est-à-dire la pression latérale dans le trou. Ok. Donc, imaginons, vous faites une pression comme ça, vous écartez comme ça. Autour de vous, donc, des bras là, des mains là, il y a le sol. Donc, si vous écartez la sonde, vous gonflez la sonde, ça va pousser, pousser, pousser. Arrivé à ce niveau, ça veut dire que le sol a regagné son état initial, la pression initiale qui existait dans le sol avant que vous veniez faire votre forage. Donc, à ce moment, vous pouvez dire que ça, c'est la pression ou bien la contrainte totale horizontale. Vous connaissez la contrainte totale verticale, non? Sigma V. OK? Donc, il y a la contrainte totale horizontale aussi, sigma H. On peut dire que c'est équivalent parce que c'est la poussée latérale de sol. Donc, il peut y avoir les K0 facilement en faisant sigma H divisé par sigma V, non? Ça, non? Voilà. Donc, rappelez-vous seulement, l'appellation n'est pas toujours la même. Ici, on a nommé ça P0. Peut-être après, on va nommer ça NOPH ou P, mais c'est à peu près la même chose. OK? Donc, la pression ici,
représente la contrainte horizontale totale d'une structure. Donc, c'est ce qu'il disait. La pression obtenue ici, là, voilà. Donc, c'est la contrainte horizontale totale. Vous connaissez la contrainte verticale totale? Là, c'est la contrainte horizontale totale. OK? Donc, deuxième partie, la deuxième zone, c'est-à-dire la deuxième partie de notre courbe, c'est là, cette partie-là, cette portion-là. Cette zone D-là représente une zone, donc, pseudo-élastique. Vous voyez que ici, là, la courbe est pratiquement linéaire, quoi, presque linéaire. Vous voyez? Voilà. Cette zone-là, c'est ici qu'on va avoir donc la pression de fluage. OK? La pression de fluage. Donc, F, PF. Donc, c'est là, on va dire que, voilà, ici, là, on a commencé maintenant à sérieusement remanier, déranger le sol. Voilà. Le sol commence à céder maintenant. C'est la rupture. OK? Donc, la troisième zone, là, c'est la zone plastique. Le sol a cédé et puis maintenant, c'est comportement plastique. Quelque chose comme ça. OK? Donc, voici comment on décortique cette courbe-là. Donc, si vous jamais vous faites les tests, ce sont ces points-là que vous devez essayer de retrouver dans les résultats de votre test. Et si vous faites la courbe, après avoir fait les tests, ce sont ces points-là que vous devez essayer de retrouver. Okay? Mais vous voyez, dans l'exercice, on vous donne seulement les PF gratuits, on vous donne les PL gratuits, vous utilisez dans truc, surtout dans l'exercice en géotechnique, les fondations, mis de soutènement, tout ce que vous voulez. Voilà, vous obtenez ça comme ça. OK? Mais voici comment on obtient ça en fait. Voici comment on obtient ça. Donc, ici, les tests permettent donc d'établir donc les propriétés de déformation et les coefficients de pression latérale du sol. Et en modélisant la rupture de cisaillement basée sur la théorie des ruptures par mot Coulomb, frottement de Coulomb. Donc, on peut avoir le module pressométrique là, module pressométrique du sol, peut être déterminé à l'aide de la théorie de dilatation cylindre infini épais. Donc, les propriétés de déformation sont dérivées du module pressométrique. OK? Module d'élasticité là peut être obtenu. Donc, on peut utiliser cette formule-là. OK? Le delta P qui est là, ça est là, déjà. OK? Delta V, c'est cette valeur-là, c'est cette. OK? Donc, VM, c'est comme si c'est ce volume-là. C'est le millier, en fait. C'est comme volume moyen. C'est le millier ici, là, à peu près, de cette portion linéaire-là. Donc, vous faites VF, OK, plus V0 divisé par D pour avoir le VF. OK? Et là, delta P, j'ai déjà expliqué. Donc, c'est la pression ici, là, PF, moins la pression équivalente de ce point-là. Pression de ce point moins la pression de ce point. Donc, PF moins P0. Voilà. Maintenant, delta V, ici, là, c'est volume correspondant PF, là, la pression de fluage, là, moins volume de pression eau. OK? VF moins V0. Et ça, c'est le coefficient de Poisson qui est à peu près 0,33. OK? Vous pouvez prendre cette valeur à peu près. Maintenant, cette pression limite là, comme je vous disais, il y a des sols, si vous faites, la pression limite n'est même pas atteinte, puis le sol va céder déjà. C'est la rupture déjà, avant même d'atteindre la pression limite. Comme aussi, il y a des sols, la pression limite est atteinte, mais le sol n'a même pas cédé d'abord, parce que le sol est tellement dur.
Donc, c'est pour cela que cette pression limite là, PL là, ok, elle est généralement obtenue par extrapolation. Et souvent, c'est pas par mesure directe qu'on obtient ça. Voilà. Donc, afin de surmonter les difficultés liées à la préparation du forage, des trous du forage, la taille, parce que comme le tableau a montré, il y a des normes pour le diamètre du trou du forage. En fonction du diamètre de la sonde, le trou du forage doit être fait en fonction de ça, en fonction du diamètre de la sonde. Donc, vous voyez, le diamètre du sonde, souvent, c'est petit. Souvent, c'est difficile de respecter ça. Voilà. Donc, pour éviter tout ça, maintenant, il y a des appareils qui font de l'autoforage. C'est-à-dire, l'appareil même fait le forage en même temps. Donc là, le diamètre est presque équivalent, presque équivalent. Là, ça respecte les normes. Voici un peu. À la tête donc, de la sonde, là, il y a, chez, il y a cet équipement-là qui permet de forer en même temps. Donc, ça fait la rotation, ça tourne et puis ça fait le forage en même temps. Et la sonde avance. Parce que vous voulez mesurer à plusieurs profondeurs, non? Ça, non? Voilà. Vous voulez mesurer à plusieurs profondeurs. Donc, pour avoir plus d'informations là, voici une référence qui peut vous donner plus d'informations sur ça. D'accord? On continue, hein? Donc, il y a des corrélations, des paramètres du sol peuvent être obtenus à partir des résultats de ces tests-là. D'accord? À partir de ces résultats, on peut avoir certains paramètres du sol sans problème. OK? Donc, les résultats à partir, voici ici une référence que nous donne ici la pression de préconsolidation du sol. Donc, on vous dit que ici, la pression de préconsolidation, là, ça fait 0,45 fois multiplié par la pression limite. Vous voyez, la pression limite, elle est importante. Parce que, ok. Après, il y a une autre référence qui nous donne ici la résistance au cisaillement non drainé. Ok. À partir de la pression limite et de la pression P0 qui est là. Ok. Maintenant, dans cette formule-là, il y a ce facteur-là, ce coefficient-là, NP, qui est aussi dans sa formule les CI là encore. Ok. Mais il y a des valeurs typiques de ces NP là. Ça varie entre 5 et 12, et puis la moyenne étant la moyenne étant 8,5. Donc, vous pouvez prendre 8,5 pour estimer ici la valeur de NP. Donc, ici, là, on a encore ces références qui nous permettent de lier et faire une liaison entre les N60, c'est-à-dire les résultats des tests de pénétration standard, là, essai de pénétration standard, les N, la valeur N de l'essai de pénétration standard, lié à les modules, le module EP ici, le module pressiométrique. Voilà. Ça, c'est une formule. Vous voyez, N60 là. 60 là, c'est juste un indice en bas ici, hein. Voilà. Et ça, c'est la puissance. 0,63, 0,66. Donc, N60. Voilà N. On a déjà expliqué tout ça, hein. Il faut aller revoir. On a déjà expliqué tout ça. Donc, pour l'argile, clé, et pour du sable, centre. Voilà.
Donc ici, pH, je vous avais dit qu'il y a plusieurs appellations. pH ici, là, c'est la même chose que le pO ici. OK? C'est la même chose. Donc, je vous avais dit que cette pression-là équivaut à la pression, ben, à la contrainte totale horizontale. OK? Contrainte totale horizontale. Donc, ici, on va juste l'appeler, c'est la même chose qu'on a appelé pH ici. OK? Je fais les cours à partir de plusieurs livres souvent. Donc, les appellations ne sont pas les mêmes. Pas croire que les cours, c'est des copier-coller. Je lis beaucoup de livres et j'ajoute des choses et puis je fais. OK? C'est pas le cours de quelqu'un d'autre. Donc, c'est pour cela que ça prend du temps. Donc, ça, c'est juste d'un autre livre, la même chose. Donc, on peut obtenir donc la pression, la pression latérale là, du sol. C'est comme je vous dis, c'est le pH ici. Donc, en faisant le pH divisé par sigma V', on obtient le coefficient de terre au repos. Ou bien, parce que, comme je dis, le pH là, c'est la pression, la contrainte totale horizontale. Donc, la contrainte totale horizontale, ben ici, on a fait effective. Donc, en enlevant le fait de l'eau, vous obtenez la contrainte effective, mais c'est la même chose, hein. Contrainte, contrainte effective horizontale divisé par la contrainte effective verticale, vous obtenez le coefficient K0, le coefficient de terre au repos. Cette formule-là, tous ceux qui ont fait mécanique du sol 1, au moins je peux dire, connaissent cette formule-là quand même, je pense. OK? Voilà. Donc, la pression pH là, que j'ai dit qui est P0 là, c'est à peu près la même chose. Donc, après, je vais uniformiser les choses, mais pour le moment, je n'ai pas le temps, quoi. Donc, d'une façon alternativement, vous pouvez aussi, au lieu de faire la courbe là, pression versus volume, ou bien volume versus pression, vous pouvez utiliser les rayons de la sonde. C'est volume et puis le volume de la sonde est en lien avec les rayons de la sonde. Donc là, vous voyez que la pression ici et les rayons ici, déplacement radial. Donc là, on a les rayons. D'accord? Donc, un exemple, vous voyez. Donc là, vous faites la pression, vous chargez, déchargez, et puis vous rechargez encore, vous déchargez, vous rechargez, pression, pression, vous déchargez, vous rechargez encore, déchargez jusqu'à complètement dégonfler le ballon. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne comprennent pas la courbe là. Donc, il y a des références qui ont utilisé ces genre de relations aussi pour obtenir d'autres relations en lien avec les paramètres du sol. Par exemple, le PE, la pression de gonflage du pressiomètre à la limite élastique. Donc, la limite, ce PE là correspond à, je vais retourner, hein, je suis en train d'aller en arrière. C'est comme si ça correspond à ces points-là, PF là. OK? C'est la pression limite. Voilà, on est là, PE. C'est comme si on vous dit que le PE là peut être obtenu. pH, je vous ai dit que c'est comme si c'était P0. Peut être obtenu ça, à la limite élastique. OK? Donc, on peut obtenir ça. Donc, dans la même gamme de déformations plastiques, et les gradients, si vous faites log de déflexion radiale par rapport à la courbe, logarithme, log maintenant de pression de gonflage, vous pouvez avoir ça. Et ça, c'est le gradient, vous dit la pente à peu près. Donc, à partir de la pente, si vous avez la valeur de la pente, vous remplacez la valeur de la pente là, de la courbe là, ici, et vous avez cette relation-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir phi, vous pouvez avoir ici là, cet angle, c'est l'angle de dilatation. OK? Donc, c'est ce que je disais là, ce petit V qui est là, c'est l'angle de dilatation lié à la pente
du tracé, contrainte volume, de la contrainte volumétrique en fonction des contraintes de cisaillement. Voilà, ça c'est juste un rappel, hein. On avait déjà vu ça. C'est cet angle, volume, cisaillement. Donc, on va faire un exemple en utilisant cette courbe-là. C'est le résultat d'un test qu'on avait expliqué ici derrière. Donc, ces résultats-là, on va essayer de les décortiquer d'abord. Voilà, si vous avez compris comment on avait décortiqué ici, on va essayer de faire la même chose ici. Rappelez-vous seulement que la courbe là, vous devez voir ça d'une façon comme ça. C'est un peu cette courbe, mais de façon poussée. Voilà, essayez de, vous redressez cette courbe-là, vous mettez ça à la verticale et ça à l'horizontale. Voilà, vous faites pas un flip, mais vous prenez ce point qui est là, vous l'amenez ici, tout en gardant ce point-là reste sur place, par exemple. Et essayez de faire ça dans votre tête, vous allez voir ce que je vais dire. Donc ici, le résultat obtenu à partir du test là, du test pressiométrique là, ce résultat-là, c'est à une profondeur de 10 mètres. Ok. Donc, ici, ce que nous voyons ici, c'est quoi? C'est qu'on a appliqué d'abord jusqu'à une limite de 120, jusqu'à ici, mais la pression limite n'a pas été atteinte. Après, on a déchargé, c'est-à-dire on a dégonflé jusqu'à là. Puis on a regonflé encore cette route-là, regonflé, jusqu'à arriver à la pression limite de 150 maintenant. Pression limite de 150, puis on a dégonflé encore. Voilà. Donc ici, on constate sur la courbe que ce déchargement final là, déchargement ou dégonflement final, est parallèle à ici, à peu près. Okay? Donc à partir d'ici là, on peut voir que la partie linéaire de la courbe, donc le problème est qu'il y a des gens qui ne comprennent pas. Bon, parce que là, cette courbe-là, c'est un peu, elle a été faite de façon, c'est-à-dire un chargement, un coup. Alors que là, on a fait charge, décharge, charge, décharge. Donc, essayez de suivre cette ligne-là, de là, comme ça, jusqu'à là. Vous allez voir que ça correspond à ça, à peu près. Donc, ici autour de 20, comme ça, la pression de 20. Attention, ici, là, c'est les unités, c'est pas un système international. Pour avoir ça en kilopascal, système international, il faudra multiplier par 6,9. OK? Donc, les 20 ici, là, c'est pas en unité internationale. Ça, c'est unité impériale. Donc, 20 ici, et ça correspond ici à 35, un volume de 35. Donc, ici à ici, là, c'est cette partie-là. Donc, on peut dire ici que la pression P0 ou bien encore pH, c'est égal à 20. C'est 20 qui est là. Multiplié par ça pour avoir un kilopascal. Après cela, vous pouvez maintenant dire que la courbe là, voilà, reste linéaire de là jusqu'à, ça va arriver autour de 100 comme ça ici. Ça correspond à cette partie linéaire maintenant. OK? Après 100, tout droit. On va dire de là jusqu'à là. Donc, de 20 jusqu'à 100, c'est la partie linéaire. Partie linéaire. Les coordonnées de ici, la 20 là, c'est 20, 35. Puis 100, on va dire 45. Voilà. Maintenant, à partir de là, 100 là, c'est cette partie qui est courbe là, qui est courbée là. Cette partie. Cette partie. Donc, il faudra un peu de l'expérience pour pouvoir interpréter ça aussi, hein.
Voilà. Donc, on va essayer maintenant de calculer. Le K0, on peut calculer K0, non? Parce que je vous ai dit que le pH, c'est la même chose qu'ici, le P0 là. Et ici, on vient de mesurer que c'est autour de 20. C'est-à-dire, si vous multipliez en 6,9 pour avoir un kilopascal. OK? Donc, il faut obtenir la contrainte verticale effective. La contrainte verticale effective étant, donc on considère qu'il n'y a pas l'eau. Donc, on multiplie par le poids volumique. Il ne faut pas oublier que la profondeur, c'était 10 mètres. OK? Profondeur, c'était 10 mètres. Donc, on considère que le poids volumique, c'est autour de 17,25. Donc, multiplié par 10, c'est ça qui vous donne comme ça, quelque chose comme ça. Kilopascal. Donc, vous allez prendre ça divisé, mettre ça dans cette équation-là, et puis vous allez avoir donc le K0, coefficient K0. On est d'accord? Donc, ici, les unités, c'est pas kilopascal comme ça. Mais si vous faites, vous convertissez tout. Je pense que ce qui est entre parenthèses, c'est comme un kilopascal. OK? Comme un kilopascal. Les 20 là, multiplié par 6,9. D'accord? Donc, si vous divisez horizontal divisé par vertical, vous allez obtenir que K0 égale à 0,8 à peu près. OK. Donc, ici, on continue. Je remets ces définitions-là ici. Donc, si on suppose, vous connaissez cette formule-là qui dit que K0 égale à 1 moins sinus de phi, c'est-à-dire l'angle de friction interne là. OK? Donc, si on suppose que cette formule, elle est vraie, on s'appuie sur cette formule, nous pouvons dire que nous pouvons tirer l'angle phi là ici, l'angle de friction interne, résistance au cisaillement. Et on va obtenir phi égale à 11, quelque chose comme ça. OK? On va aller maintenant pour essayer calculer le module pressiométrique. Donc, pour calculer ces modules-là, donc on a besoin de ces valeurs-là. Mais V0 là, ça c'est déjà le volume, comment dire, le volume de la sonde en fait. Là, c'est VM. Vous voyez le VM ici. Voilà. Delta P, c'est ça, delta H. Donc, VM là, ça va faire 45 plus 35 moins 20. Pourquoi moins 20 là? Vous voyez ici, c'est écrit V0 plus VF divisé par D. Donc là, c'est comme si on a fait VF plus V0. Vous vous rappelez que VF là, c'est au niveau des 100 là, la partie linéaire là, ce point et puis ce point. Alors que dans notre cas ici, les points là, c'est 100 et puis 45. D'où 45 ici. Et ce point là, 20 là, la partie linéaire qui est là, je devais mettre couleur ici même. OK? 20 là, le volume correspondant, c'est 35. C'est pour ça que vous avez 35 ici. Donc, c'est comme si c'était ça, plus ça, divisé par D. Voilà. Donc, 1 demi de ça, plus ça. Maintenant, il faudra faire moins les 20 là, à cause de ce volume initial qui est là. On a commencé par 20 ici. Pour ça, on a fait moins 20. Maintenant, si vous voulez aussi, si vous faites ça, plus ça, divisé par D, vous allez voir que ça va faire ça là, plus un certain V0. Il faudra faire moins les V0 là, par lequel vous avez commencé ici. Maintenant, il ne faut pas confondre le V qui est là, avec ici, là. Ça, là, c'est le volume de la sonde. Normalement, ça devait être ça. Non, je veux dire, il ne faut pas confondre le V qui est là, le V0 qui est là, avec le 20 qui est là. Alors.
Le V0 qui est là, c'est le volume de la sonde. Donc, le delta P divisé par delta V là, c'est simple. P est pression. Donc, ça, moins ça, la partie linéaire, quoi. Ok? C'est la partie linéaire qui est là. La pression ici, PF, moins la pression P0. Donc, notre PF ici, ça correspond à 100. P0 correspond à 20. C'est pour ça que vous voyez ici 100 moins 20. Et les volumes correspondants, les volumes associés à ça. Donc, le volume là, on a ça, ce volume correspondant à 100 là, ici, qui fait 45. Ok? Et le volume associé à ici 20 là, pression 20 là, qui fait 35. Donc, c'est pour ça que vous avez 45 moins 35. Maintenant, comme j'ai dit, c'est dans les unités impériales, c'est pas unité internationale. Donc, anyway, quand on convertit tout, voici ce que vous obtenez comme résultat en, en unité internationale. OK? C'est le newton par mètre à la puissance 5. Donc, vous avez Vm et puis vous avez ce ratio dP sur dV. Donc, vous pouvez donc, j'ai mis les résultats ici, vous pouvez donc utiliser cette formule-là, voilà, en utilisant, en considérant que le V, le mu là, que coefficient de poisson 0,33, et le volume V0, c'est le volume initial de la sonde. On avait vu ça depuis le début, que les sondes, la volume, c'est à peu près 535 cm3. Par conséquent, donc, en utilisant cette formule, en utilisant cette formule-là, on peut avoir la pression et les modules comme ça, élastique, module élastique du sol, en utilisant ça. Voici ce qu'on a. OK? Donc, ici, le module d'élasticité du sol, là, 80 mégapascal à peu près. C'est juste l'arrondi de ce qui est là. On part pour un autre exercice. On va essayer maintenant d'obtenir ces D-là, utiliser ces D-là. Faut pas oublier que M là, c'est la pente. OK? Là, c'est la pression. Je vais retourner en arrière pour vous montrer. Où est ça encore? Voilà. C'est juste la pente. OK? Et PF, c'est ça qui est PE ici. Voilà. Comme c'est pas dans le même livre là, je vais uniformiser ça après. Donc, à partir de... Mais là, le problème, c'est que c'est là, c'est à partir de la courbe pression rayon de la sonde. C'est pas pression volume. Voilà. Donc, voici un tableau qui donne les résultats. Vous voyez, la pression et puis les rayons. Donc, on peut faire une courbe comme ça en utilisant ça. Et voici la courbe qu'on obtient. Mais c'est à peu près la même chose. Voici la première portion jusqu'à là où la courbe commence à être linéaire. Là. La partie linéaire, c'est ça. Et la partie linéaire, c'est ça. Et là, la partie courbe, là où le sol a cédé maintenant, le sol a, là où il y a la rupture, partie élastique, partie linéaire, la partie plastique, pardon, la partie élastique est là. Et ça, c'est la partie initiale. C'est à peu près la même chose. Donc, ici, nous pouvons définir pH là comme étant ici, c'est la fin de cette partie, la première partie. Donc, on peut dire que c'est au niveau de 1,5 comme ça. À partir de là, cette partie-là finit. 1,5. OK? C'est pour ça qu'on a pH ici. pH là. Vous vous rappelez, pH, c'est la même chose que P0. Ça fait 1,5. Pression, c'est la pression qui est là. 1,5. OK?
Donc, on peut utiliser ça pour calculer le PE. OK? Le PE là, donc ça fait ça fois ça. On peut utiliser pour calculer. Seulement ici, le PE là peut être lu directement ici. Comme nous pouvons lire le PE ici, qui est comme 2,5, on va dire 2,5, c'est à peu près ici. C'est la limite de la partie linéaire, quoi. OK? 2,5. De là jusqu'à là. C'est petit quand même. Mais comme c'est les 6 qui disent, on n'a pas le choix. Donc, la partie linéaire, peut-être, le PE, la partie limite, c'est-à-dire PH, c'est le début de la partie linéaire. PE, c'est la fin de la partie linéaire, à peu près. Donc, on peut avoir, en appliquant cette formule-là, OK, on peut dire que 2,5, c'est le 2,5, qui est PE, est égal à 1,5 PH, facteur de 1 plus sinus phi. Donc, de là, nous pouvons profiter pour tirer l'angle phi. Vous voyez, en utilisant cette relation, on peut avoir l'angle phi. Dans notre cas ici, 42. D'accord? OK, on continue. On va utiliser maintenant la pente là. Donc, la pente là, le gradient du tracé de log qui est là, R et puis P là, dans la place plastique. Ah, c'est la pente là, c'est pour la place plastique, hein, c'est pas la place élastique. J'avais dit quoi à la fois passée? C'est la place plastique. Donc, cette pente-là, c'est-à-dire P qui est supérieur à ça, cette phase-là, OK? C'est les gradients. On dit que ça fait 3,1. OK? Donc, on peut utiliser 3, remplacer le M là, qui est là par 3,1. Ce sont des formules qu'on vous a données, mais il y a tout un processus pour déterminer ça. Donc, il ne faut pas oublier qu'on avait déjà l'angle phi là ici. On vient de trouver ça 42. Donc, avec ça, on peut obtenir cet angle-là de dilatation, là. OK? Donc, l'angle de dilatation, cet angle-là peut être obtenu en utilisant ça. On a 11,5. OK? J'avais montré une courbe là qui montre cet angle-là, l'angle de dilatation. OK? Maintenant, on peut aussi obtenir l'angle de frottement résiduel en utilisant ça. L'angle de frottement interne et puis l'angle de dilatation là peut être obtenu. Et en, utilisant cette formule, OK? Tangente de ça, c'est cet angle-là que nous voulons, celui-là. Donc, on a déjà le phi qui est 42. On a le V qui est là, qui est 11. Celui-là. Donc, on remplace et puis on peut tirer cet angle qui est là. Voilà, on obtient la valeur de 33. C'est l'angle résiduel à volume constant. Donc, un exemple, vous voyez que quand vous faites exprimer en fonction du rayon, vous pouvez obtenir beaucoup de choses. Voilà. Mais aussi en faisant l'autre là, je retourne, en faisant le premier exemple, nous a montré aussi qu'on peut obtenir l'angle de friction interne aussi en utilisant juste le module élastique, le module d'élasticité peut être obtenu et nous pouvons obtenir aussi l'angle de friction interne, le phi, et nous pouvons obtenir le K0, le coefficient de terre au repos. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on peut dire. Donc, j'espère que vous avez compris quelque chose, que vous avez appris quelque chose. Voilà, là, je parle seulement. OK? Et on a aussi les paramètres du sol qui sont obtenus, plusieurs paramètres du sol, notamment
la contrainte de préconsolidation et puis la contrainte de cisaillement non drainé, la résistance au cisaillement non drainé. Ok? Voilà. Donc, on va juste arrêter là. Je pars à la fin maintenant. Donc, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt, très prochainement pour continuer